on va commencer par regarder un peu d'une façon plus générale les questions de changement climatique. Et puis, à mesure qu'on va avancer dans la présentation, on va resserrer le focus sur le volet mobilité. Je préfère le terme mobilité au terme transport, et vous allez comprendre après pourquoi dans la présentation. Alors, pour réfléchir un peu ensemble sur le lien entre la pandémie et l'action climatique, le transport, je vous propose de regarder avec vous cette figure qui est tirée de mon hebdomadaire préféré, The Economist, qui figure la lutte contre la pandémie comme un combat entre deux boxeurs. Vous voyez le boxeur avec les coronavirus, et puis le terrien qui sont sur un ring. Et puis derrière, il y a un troisième boxeur qui est appuyé sur les cordes du ring, c'est le réchauffement climatique. Et donc moi, pendant le confinement, comme l'a dit Olivier, j'ai sorti un bouquin. Donc ça veut dire que j'ai réfléchi un peu sur le lien qu'il y a entre ce combat contre le CO2 et ce combat contre le virus. Et je me suis dit qu'il y avait d'abord d'étonnantes similarités. La première similarité entre le CO2 et le virus, c'est que si on veut être efficace dans la lutte, il faut écouter les diagnostics des scientifiques. Et vous voyez bien que on ne peut pas lutter contre une pandémie sans écouter ce que nous dit la science sur le virus, comment il se diffuse, etc. Et on ne peut pas lutter contre le changement climatique si on n'est pas à l'écoute du diagnostic, notamment du GIEC, qui fait la synthèse sur les connaissances scientifiques. Et on voit bien que les hommes politiques qui refusent d'écouter la science sont les mêmes qui sont inefficaces contre le virus et contre le changement climatique. Et je ne citerai personne, mais c'est bien évident que c'est les mêmes qui sont des climato-sceptiques et qui ne sont pas du tout armés contre le virus. La deuxième similarité, c'est que pour être efficace contre la diffusion du virus, ou pour être efficace contre la dissémination du CO2 qui part dans l'atmosphère, il faut aligner les comportements. Et si on n'aligne pas les comportements, on ne va jamais gagner la bataille. C'est vrai pour le virus, c'est la raison pour laquelle on porte encore quelques masques, mais si on porte des masques, si on se vaccine, ce n'est pas tellement pour se protéger soi-même, c'est pour protéger l'ensemble des autres. Et c'est pareil pour le CO2. Si on fait des efforts sur seulement une partie de la population, et puis si le reste ne rentre pas dans cet alignement des comportements, eh bien, les efforts des uns seront compensés par les autres, puisque ce qui compte, c'est la quantité globale de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère et pas la localité. Donc, si on en restait à ces deux similarités, on se dirait que finalement, le virus et CO2 sont de véritables jumeaux. En réalité, ce sont de faux jumeaux parce qu'il y a deux grandes différences, je crois, dans le combat contre la pandémie et dans le combat contre le virus. La première différence, c'est que sur le virus, enfin contre le virus plus exactement, on a une arme qui s'appelle les vaccins. Et vous voyez bien qu'en ce moment, si on peut commencer à enlever nos masques, c'est parce qu'on a des vaccins. On a des vaccins parce que le virus est un être extérieur qui nous a attaqués, qui probablement vient du monde animal. On ne sait pas très bien comment il est arrivé. Mais... Contre le CO2, pas de vaccin. Il n'y aura pas de vaccin dans le combat contre le CO2. Ou plus précisément, l'agent pathogène, c'est nous. Donc c'est contre nous-mêmes qu'il faut nous vacciner. Et la deuxième différence, qui est liée du reste à la première, c'est que la temporalité de l'action est complètement différente. Entre le moment où M. Castex annonce à la télévision qu'on va reconfiner, ou pas vraiment reconfiner, mais reprendre des mesures de distanciation sociale, et puis le moment où on commence à voir les résultats de l'action, il faut compter 2 à 3 semaines, qui est en gros le délai que nous donnent les épidémiologistes entre le moment où on commence l'action de protection, où ça commence à se voir dans la diffusion du virus.
sur le changement climatique, comptez 2 à 3 décennies. Entre le moment où on va réduire significativement les émissions de CO2 et le moment où ça va se voir sur le climat, il va s'écouler de 2 à 3 décennies. Ça veut dire que le climat que connaîtront ceux qui naissent aujourd'hui en 2050, il est déjà largement conditionné par le stock de gaz à effet de serre qui est au-dessus de nos têtes. Ce que nous jouons en matière de réduction des émissions, c'est beaucoup plus le climat que connaîtront nos petits-enfants après 2050. Et j'ai lu souvent ce propos par une expérience personnelle très simple. Moi, j'ai eu 2 petits-enfants qui sont nés en 2020, Baptiste et Chloé. En 2050, ils auront 30 ans. Le climat qu'ils vont connaître en 2050 est déjà joué très largement. En revanche, quand ils auront mon âge, c'est-à-dire un peu plus tard dans le siècle, après 2080, là, suivant qu'on aura agi ou pas aujourd'hui contre le climat, ils connaîtront des climats très différents. Donc cette temporalité de l'action climatique est absolument essentielle. Et plus précisément, je vais être très rapide là-dessus, mais c'est quand même des rappels de base. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'action climatique, c'est que la variable de contrôle du réchauffement, c'est le stock de gaz à effet de serre, ce n'est pas le flux. Et on sait que pour agir sur un stock, c'est toujours beaucoup plus long que d'agir sur un flux. Et donc, en gros, le tic-tac, l'horloge climatique, c'est mon bouquin d'avant, ça s'appelle le tic-tac de l'horloge climatique, c'est quoi ? Ça nous est donné par les rapports du GIEC. Le IPCC, en bas, c'est l'acronyme anglais de GIEC. Si on vise 2 degrés, le budget carbone résiduel, c'est la quantité globale de CO2 qu'on peut émettre pour avoir 2 chances sur 3 de limiter le réchauffement à 2 degrés, c'est de 15 à 20 ans du niveau des émissions de 2019. Niveau worldwide, niveau mondial. Et ça veut dire que la neutralité climatique, je dis bien neutralité climatique et pas la neutralité carbone. La neutralité climatique, c'est quoi ? C'est l'état dans lequel le flux annuel de nos émissions qui part dans le stock est compensé par le flux des émissions en fin de vie ou qui est absorbé, qui quitte le stock. Donc c'est l'état où on stabilise le stock. Neutralité climatique 2070. Dans le monde, je parle bien du monde. Là, on est sur le... Vous voulez atteindre 1,5 degré ? Le budget carbone résiduel, c'est 8 à 10 ans des émissions de 2019. Et la neutralité climatique globale, pas uniquement européenne, américaine, dans le monde entier, c'est 2050. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps qui reste est compté. Et l'urgence climatique, c'est bien parce qu'il y a ce délai long entre le moment où on agit et le moment où on voit les retours qu'il faut commencer à agir tout de suite. Alors pour viser la neutralité climatique, je ne sais pas pourquoi je peux pas viser comme ça. Pour viser la neutralité climatique, souvent, parfois dans les milieux un peu amoureux de la technologie, on imagine des systèmes technologiques extrêmement perfectionnés pour agir sur le climat. Non, fondamentalement, la neutralité climatique implique une double transformation de nos sociétés. Une première transformation qui commence à être bien connue, qu'on appelle la transition énergétique. Charbon, pétrole et gaz, plus quelques procédés industriels liés comme celle de fabrication du ciment ou de l'acier primaire, ça représente à peu près 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut, en quelques décennies, totalement bousculer ce système énergétique. Je vais y revenir parce qu'on va essentiellement traiter de cette question-là. Avec la bascule vers les énergies renouvelables, le désinvestissement des énergies fossiles. Et ceci implique quand même des changements dans les usages, et notamment non seulement de l'efficacité, mais probablement de la sobriété énergétique. Mais cette transformation du système énergétique n'est pas suffisante. Il y a un deuxième volet, il y a une deuxième jambe de l'action vers la neutralité climatique dont on commence à avoir conscience. C'est le volet du carbone vivant. C'est quoi le carbone ?
les trois fossiles, hein, c'est du carbone mort. Il a été vivant il y a très longtemps, puis il s'est fossilisé dans le sous-sol. Et pourquoi est-ce que du reste il y a ce problème majeur de gaz à effet de serre? C'est parce qu'en quelques décennies, on ressort des quantités phénoménales de carbone vivant qui s'est fossilisé pendant la nature. Donc c'est bon. Bon, mais le carbone vivant, comment est-ce qu'on le traite? Le carbone vivant, c'est fondamental parce que qu'est-ce qui permet d'absorber le CO2? C'est l'océan et c'est la biosphère. Hein. Le carbone vivant, c'est essentiellement la façon dont on traite la nature via les systèmes agricoles et forestiers. Et agriculture et forêt sont à l'origine de 20 à 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, suivant la façon dont on comptabilise la déforestation. Ce n'est pas parce que je ne sais pas que je vous dis 20 ou 25%, c'est parce que suivant la façon dont on comptabilise la déforestation, vous allez avoir 20 ou 25%. Pour trois raisons. Un, l'agriculture est la première source des émissions de gaz à effet de serre hors CO2 que sont le méthane et le protoxyde d'azote. La deuxième raison fondamentale, c'est que la déforestation a toujours été un facteur important de rejet de CO2. Historiquement, la déforestation était très importante dans les pays développés. La dernière grande déforestation avant la déforestation tropicale, c'était l'Amérique du Nord. Le premier levier de déforestation a toujours été l'extension des usages agricoles pour la culture et pour l'élevage. Et aujourd'hui, c'est la même chose dans les massifs tropicaux, que ce soit le bassin du Congo, le bassin amazonien ou l'arc Asie-Pacifique. Hein. Le premier levier de la déforestation, c'est l'expansion de l'usage des terres pour la production agricole ou la production animale. Voyez-vous. Donc si on veut freiner la déforestation du bassin du Congo, de l'Amazonie, on ne va pas mettre des gardes forestiers ou des réglementations. Il faut trouver des alternatives agricoles. Et dernier point, la façon, les techniques d'agriculture qui sont utilisées, suivant les choix qu'on fait, peuvent stocker ou déstocker le CO2 dans le sol. Je ne rentre pas dans les détails, parce qu'on n'est pas là pour ça, c'est un volet qui est très important. Donc, ayez quand même en tête que la transition agroécologique, ça met en jeu de 20 à 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En France, si on ne s'occupe pas sérieusement des émissions du secteur agricole, ce qu'on ne fait pas vraiment, aujourd'hui, c'est 20%, un cinquième des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est l'agriculture. Alors, surtout dans l'administration, on n'ose pas le dire parce que le ministère de l'Agriculture a peur des agriculteurs. Mais bon, c'est quand même un sujet qu'il va falloir traiter sérieusement un jour. Mais on va traiter, nous, plus directement aujourd'hui, la transition énergétique. Alors, la transition énergétique, il y a un truc assez basique qu'il faut comprendre. Et si on n'a pas compris ça, je pense qu'on peut gloser indéfiniment sur la transition énergétique. Suivant qu'on est pro ou anti, on va vous décrire des scénarios formidables de croissance verte ou au contraire d'abominables décroissants, etc. Bon. En réalité, le problème posé est très simple. Depuis un siècle et demi, nous vivons une succession de transitions énergétiques qui fonctionnent sur le mode additif. C'est quoi le mode additif? Ça veut dire qu'on empile les nouvelles sources d'énergie les unes avec les autres. Le système énergétique mondial, en 1850, pour l'essentiel, il y avait une source d'énergie, c'était la biomasse. Et la biomasse, soit directement pour se chauffer, on brûlait du bois, etc., soit indirectement via la traction animale. Puis il y a eu quelques petits compléments quand même sur mer à l'époque, on polluait moins parce qu'on utilisait la voile. Bon. Et puis est arrivé le charbon, vous voyez, c'est sur la partie gauche, en marron en bas du graphe, qui a commencé à être une source importante dans le système énergétique, pas avant 1880. Donc souvent on se représente le charbon comme l'énergie du 19e siècle. En réalité, le charbon a été de très loin la première source d'énergie au XXe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Bon. Et puis est arrivé le pétrole, mais on n'a pas enlevé le charbon, on n'a pas enlevé la biomasse. Et puis est arrivé le gaz naturel, mais on n'a pas enlevé le pétrole ni le charbon pour autant. Et puis le gaz non conventionnel et les gaz de schiste sont arrivés, mais on n'a pas enlevé le gaz naturel. Donc, on est sur une logique de l'empilement. Et cette logique de l'empilement, il a eu des résultats extraordinaires en termes de disponibilité de l'énergie. Puisque la disponibilité d'énergie par habitant dans le monde a été multipliée par 7 entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle.
Et c'est cette logique de l'empilement qu'il faut rompre dans la transition bas carbone. Il ne suffit pas de rajouter de l'éolien, du photovoltaïque, du nucléaire ou des sources bas carbone. Ça ne suffit pas. Il faut passer d'une logique additive à une logique de substitution. Et il faut donc enlever les sources émettrices, il faut enlever le fossile. Et c'est ça qu'on ne sait pas faire. Voyez ? Et cette logique de substitution, elle est illustrée sur la partie droite du graphe, où je vous ai présenté les scénarios du dernier rapport du GIEC, le 1,5 degré, où vous voyez, c'est la suite de la courbe de gauche. Il faut passer à une logique de substitution, on baisse les émissions. Ça veut dire quoi, baisser les émissions? Ça veut dire qu'on sort du système énergétique des sources fossiles. Et ça, depuis un siècle et demi, on ne l'a jamais fait. Et c'est pour ça que cette transition bas carbone est véritablement un enjeu majeur, nouveau, pour les politiques qui savent à peu près comment il faut faire pour inciter à trouver de nouvelles sources dans une logique additive, mais qui ne savent pas du tout comment est-ce qu'on retire brusquement et rapidement des sources d'énergie. Alors, où est-ce qu'on en est dans cette transition? Bon, moi, je ne suis pas partie des gens qui pensent qu'on n'a rien fait. On a déjà fait des choses. Mais, ça y est, j'ai bloqué mon truc. Voilà, non, c'est bon. Cette transition bas carbone, sur le plan énergétique, on commence quand même à avoir des repères. Et je voudrais juste présenter très schématiquement les leviers d'action à partir de ce slide qui est tiré du récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui, pour la première fois, a construit un scénario zéro émission nette en 2050. Donc c'est quand même une base de travail assez intéressante parce que c'est la première fois que cette agence qui a été créée quand même à l'origine, je le rappelle, au moment du premier choc pétrolier pour garantir les approvisionnements pétroliers et gaziers des pays riches, aujourd'hui elle travaille sur des scénarios zéro émission nette. Et l'une de ses premiers messages a été de dire, si vous voulez arriver à zéro émission nette, arrêtez tout de suite d'investir non seulement dans le charbon, mais aussi dans le pétrole et dans le gaz. Donc c'est quand même un renversement total de la vision des organisations internationales. Aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte où les organisations internationales, même on finira par arriver sur l'Organisation maritime internationale, parce qu'ils rentrent dans cette logique-là. Alors, si vous regardez un peu ce scénario, moi j'ai regardé attentivement, bon, un scénario aujourd'hui parfaitement facile à faire sur le papier, mais totalement irréaliste dans les hypothèses qu'il pose. Puisqu'il pose que, par exemple, en 2030, l'accès à l'énergie dans les pays en voie de développement est à 100%, qu'on ne tarifie partout le carbone dans le monde. Mais c'est intéressant parce que ça montre un peu les enjeux. Il y a une triple action à mener. Première action à gauche, il faut investir dans des nouveaux moyens de production. Vous voyez que pour arriver dans le jalon intermédiaire, ils ont fait un genre de comité de trajectoire, tu vois Olivier, mais eux ils l'ont fait avec le monde entier. Mais ils n'avaient pas avec eux la CGT, les collectivités locales, etc. Ils ont fait ça en chambre. Nous, avec le comité de trajectoire, on avait les parties prenantes. Alors, le premier point, il faut investir dans des moyens de production zéro carbone, par exemple, multiplié par 4, la quantité, la capacité additionnelle de PV, de solaire photovoltaïque et d'éolien. Pas facile à faire, mais enfin, on voit à peu près comment on fait, surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même des moyens de production qui sont les plus rentables. De agir sur les usages finaux. Dans les usages finaux, ce que donne comme exemple l'Agence internationale de l'énergie, c'est par exemple sur les voitures électriques. Oui, quand même multiplié par 18. Les ventes de véhicules électriques par an entre 2020 et 2030. Bon. Mais il n'y a pas que l'électrification des usages qui est un levier important. Il faut probablement aussi réfléchir à des usages plus économes en énergie finale. On y reviendra tout à l'heure pour la mobilité. Et puis, il faut évidemment démultiplier l'efficacité des systèmes énergétiques. Et vous voyez que lorsqu'on regarde les systèmes énergétiques, on a des sources à l'origine, des usages finaux, et puis des chaînes de plus en plus longues et de plus en plus complexes.
de stockage, de transformation, de distribution, de transport, etc. Et ces chaînes sont souvent loin d'être optimisés. Les réseaux énergétiques sont loin d'être optimisés, comme le sont par exemple certains réseaux numériques. Donc voilà un peu les trois leviers d'action. Et, pour accélérer cette transition, il y a des bonnes nouvelles. Donc on va commencer par les bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que dans la dernière décennie, le monde a connu une bascule majeure dans les coûts relatifs des différentes énergies. Et ça, c'est pour moi absolument fondamental. L'énergie solaire, le premier mec qui a fait une ferme solaire, vous savez en quelle année c'est? C'est avant 1914. L'ingénieur, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est dans l'horloge climatique, hein, il fait du solaire à concentration dans la vallée du Nil pour faire de l'irrigation. Mais il fait faillite 3 ans après parce que c'est moins cher que de faire des motopompes avec du diesel qu'avec... Bon. Et en Californie, on développe du photovoltaïque à assez grande échelle dans les années 80. Puis dès que l'État enlève les subventions, ça s'arrête parce que c'est moins cher d'utiliser du pétrole, même s'il y a eu le choc pétrolier qui a multiplié par 3 les bons. Dans la décennie 2010, il se produit quelque chose qui est absolument majeur. Il y a une accélération de la baisse des coûts dans le photovoltaïque, dans l'éolien, qui fait que au début de notre décennie, la façon la moins chère de produire de l'électricité, enfin de mettre les moyens de production électrique en place, c'est de faire ces énergies renouvelables. Il y a 15 ans, je justifiais l'urgence du prix du CO2 en faisant par exemple la comparaison entre le coût de production du photovoltaïque et du fossile. Bon, aujourd'hui, pour ça, bon. Alors vous allez me dire tout de suite, mais attendez, il y a l'intermittence, oui, mais on fait aujourd'hui des progrès sur le stockage de l'électricité, notamment par les batteries, aussi rapide que sur le module photovoltaïque. Le coût de la batterie est en chute rapide, et c'est pour ça qu'on commence à embarquer des batteries du reste. Et puis 3, il y a une autre révolution dans les coûts qui est moins directement visible, c'est la baisse du coût de la gestion intelligente des réseaux. Vous allez voir qu'après la numérisation de l'économie, je crois un facteur majeur aussi pour l'énergie. Donc ces trois baisses de coûts font qu'il y a quand même une force économique incroyable pour investir dans ces nouvelles filières. Donc ça c'est un point très positif. Mais malheureusement, bon, est-ce qu'il veut passer ou pas ce coup-là? C'est une calamité. Ici, je ne sais pas pourquoi, il y a des soucis informatiques. Voilà, il est passé. Il faut que j'appuie à gauche au lieu de passer à droite. Mais non, j'en ai sauté un. On va revenir en arrière. Ça marche, voilà. Mais il y a des freins. Alors le premier frein, les fossiles font de la résistance. Les fossiles font de la résistance. Alors, les fossiles, bon, il ne faut pas de la résistance directement, mais il y a une inertie incroyable des systèmes énergétiques. Très rapidement, bon, le charbon, nous, Français, les Britanniques, c'est un peu pareil. On est marqué encore par Émile Zola, nous, et de l'autre côté de la Manche, par Dickens. Donc, on imagine encore le charbon comme étant le germinal, l'énergie du 19e siècle, non? D'abord, les dernières mines de charbon en France ont été fermées, le dernier gisement a été fermé qu'en 2004, je vous signale. Ça, c'est la photo du dernier gisement qui a été fermé en France, 2004, c'est le bassin de la Houvre. Le charbon est encore extrait en Allemagne, est encore extrait en Pologne, est encore extrait en Bulgarie. Bon, je ne parle pas de la Chine ou de l'Inde, si vous voulez. Donc le charbon n'est pas l'énergie du 19e siècle. Ça a été la première source d'énergie mobilisée entre 2000 et 2010 dans l'accroissement des sources d'énergie dans le monde. Donc, il faut quand même le savoir. Bon. Le pétrole et l'énergie du XXe siècle. Là, j'aime bien cette photo. Cette photo, c'est Bakou. Bakou, en 1900, c'était la moitié de la production pétrolière mondiale. Pourquoi? Parce qu'en Caspienne, à l'époque, vous gratouillez un peu le sol, le pétrole sort tout seul. Voyez. Aujourd'hui, on continue à extraire pas beaucoup de pétrole, mais du gaz en Caspienne. Mais il faut aller le chercher quand même sous l'eau, assez loin. Bon.
Et les progrès technologiques sont énormes dans l'industrie de production, d'exploration-production, et on va chercher aujourd'hui le pétrole toujours plus loin, toujours plus profond, donc avec des progrès technologiques. Le pétrole reste une énergie disponible en très grande quantité, compte tenu des gains de technologie. Et ce qui a été absolument incroyable, c'est la révolution énergétique sur les gaz et pétroles non conventionnels aux États-Unis, où les États-Unis sont devenus un exportateur net d'énergie fossile. Alors que ça fait 30 ans, 40 ans que la politique américaine était basée sur la dépendance au Proche-Orient. Bon. Parce qu'il y a des gains de productivité terribles dans ces... Et puis le gaz. Dans les milieux pétroliers, il est de bon ton de dire que le gaz d'origine fossile peut être une énergie de transition. Là, je vous ai mis sur le slide, c'est la plus grande plateforme flottante sur le gaz naturel. Asta Hansteen, c'est le nom d'une féministe norvégienne. Je trouve ça, ils sont gonflés, les Norvégiens, pour faire oublier leur péché. Ils utilisent n'importe quel filon, donc ils mettent une belle féministe qui faisait la révolution du Parlement norvégien. Une plateforme comme ça vaut 7 à 8 milliards. Vous croyez qu'on investit 7 à 8 milliards de... Là, on est en train de la traîner vers la limite de la mer du Nord et de la mer des Brabants. C'est la limite du cercle arctique. Ça va creuser à 1200 mètres sous le niveau de surface. Vous voyez, bon. On fait des investissements de ce niveau-là. Oui. Donc on fait trop d'investissements dans le charbon, trop d'investissements dans le pétrole, trop d'investissements dans le gaz. C'est un problème économique très intéressant et un problème financier très intéressant, car si on fait une projection sérieuse sur une neutralité carbone, une neutralité climat à un horizon visible, ça veut dire qu'une partie de ces investissements seront échoués. Ils ne pourront pas produire suffisamment longtemps. Et donc, même des gens comme Total est l'un des membres de la chaire, même des gens comme Total commencent à s'en rendre compte. Alors, vous voyez que dans cette résistance aux fossiles, dans le pétrole, quand même, principal usage du pétrole, et de loin, ça bat où? Dans les moteurs à combustion interne, ça fait bouger des voitures, ça fait bouger des bateaux, ça fait bouger des avions. Et donc, non seulement les fossiles font de la résistance, ah oui, il faut que je me mette là, mais, excusez-moi, je suis très très maladroit, je ne suis pas habitué à ce truc-là, voilà. Les transports font de la résistance. Je suis navré d'être aussi indélicat, mais j'aime bien quand même titiller les gens. Bon. Alors, les transports font de la résistance. C'est vrai dans le monde. Si vous regardez les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, vous voyez qu'il y a deux secteurs dans lesquels il y a une croissance très forte des émissions, c'est le transport et l'industrie. Avant, il y avait l'électricité, maintenant c'est un peu moins vrai sur l'électricité. C'est vrai en Europe, et c'est vrai en France, puisque vous avez sur ce graphe, qui est tiré des données du CITEPA, donc le CITEPA, c'est lui qui fournit l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est lui qui tient vraiment les tables de la loi en matière de ce qu'on émet, de ce qu'on n'émet pas. C'est lui qui fait le reporting pour nos engagements auprès des Nations Unies et autres, et auprès de l'Europe. Et donc j'ai mis en bas-sang 3 courbes. En pointillé en bas, vous avez les émissions nationales hors transport. Et vous voyez que contrairement à ce qu'on pourrait croire lorsqu'on écoute les médias, les émissions de gaz à effet de serre baissent en France, et c'est plutôt une bonne chance, une bonne chose, et elles baissent très modérément, à peine, jusqu'en 2005. En réalité, elles baissent, si on faisait le total national, jusqu'en 2005, ça baisse pratiquement. Depuis 2005, on est sur une baisse tout à fait significative, puisqu'on a baissé d'environ un quart nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. C'est pas assez, mais c'est quand même, on n'a pas des émissions en hausse, c'est bon à rappeler. Bon. Et si on fait le calcul à partir de l'empreinte, qui aussi reconstitue les émissions liées aux échanges internationaux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, y compris en écoutant un rapport du Haut Conseil sur le climat qui a sorti des choses qui, à mon avis, n'auraient pas dû être sorties, notre empreinte carbone baisse également. Mais du côté des transports, on n'est pas du tout sur la même tendance.
En rouge, vous avez les transports nationaux. Et vous voyez qu'il y a une rupture dans les transports nationaux, mais cette rupture fait qu'on était en hausse et on a stabilisé. On n'a pas baissé. Dans les transports nationaux, bon, je reviendrai tout à l'heure. Et puis dans les transports internationaux, bon, la France, dans le monde, il faut savoir que les transports internationaux, en termes de CO2, le maritime émet à peu près autant que l'aérien, même légèrement plus. Vous avez un grand spécialiste dans vos équipes des émissions du secteur maritime, j'ai oublié ton nom, mais lui, il avait essayé de m'embrigader dans une démarche qu'il faisait au ministère sur justement comment mettre sous quota le transport maritime. Donc dans le monde, c'est à peu près équivalent les émissions de CO2 du transport maritime et du transport aérien international. Bon, je le dis parce que comme l'avion a une très mauvaise image et le bateau plutôt de bonne image, souvent on oublie ce rôle très important du commerce maritime. Dans les transports internationaux liés à la France, l'aérien est beaucoup plus important que le maritime parce que les ports en français sont quand même pas des très grands ports par rapport aux ports d'Europe du Nord ou même aux ports de Barcelone ou d'autres. Mais quand même, ça compte. Et évidemment, quand on est basé à Marseille, faut quand même compter les émissions internationales qui sont liées aux flux internationaux de bateaux. Si vous regardez en poids relatif, c'est le petit tableau qui est sur la partie droite, que je voulais reconstituer exprès pour vous. Donc les émissions françaises qui sont répertoriées dans l'inventaire, c'est 441 millions de tonnes d'équivalent CO2. C'est tout gaz à effet de serre confondu. Mais ce transport, c'est principalement, quasi exclusivement du CO2, quasi exclusivement. Là-dessus, vous avez 136 sur le transport domestique, hors transport internationaux, puisqu'on ne les met pas au même endroit dans l'inventaire. Ça fait quand même 31% des émissions nationales. Ce poids va évidemment croissant puisque le reste est en baisse, donc ce poids va croissant. Si vous rajoutez les 24,4 millions de tonnes de transports internationaux, vous voyez que ça fait 35% des émissions qui viennent du transport. Et à l'intérieur de ça, le routier est très 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 prédominant. Puisque vous voyez que dans le transport domestique, c'est quand même sur 31%, ça représente 29%. Et dans le routier, vous avez un petit deux tiers, un petit peu moins un petit deux tiers, c'est la voiture individuelle, et un peu plus, c'est presque 40%, c'est du transport de marchandises. Donc voilà un peu les ordres de grandeur. Et donc là, si on est un tout petit peu ambitieux, si on veut que notre pays soit dans la lignée des objectifs climatiques qui se multiplient pour viser la neutralité en 2050. Je crois que théoriquement c'est aussi notre objectif, mais on est en train de discuter une loi au Parlement qui est basée sur des travaux d'une commission citoyenne qui a travaillé sur un objectif, un mandat, on l'avait dit, c'est 40% en 2030, je vous signale. Donc notre trajectoire bas carbone n'est pas du tout à l'équerre avec la neutralité carbone à l'horizon 2050. Bon. C'est bizarre comment il y a des trucs qui sautent aux yeux qui se disent pas, quoi, vous voyez. Bon. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va terminer un peu cette présentation en réfléchissant qu'est-ce qui peut se passer dans le transport et c'est quoi un peu les choses qui changent, et notamment dans le monde post-Covid avec l'épidémie. Alors, c'est bon, ça passe tout seul. Les pandémies et le transport, c'est une vieille histoire, puisque on sait bien que les virus, les attaques par les microbes, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus vulnérable quand il y a de la mobilité des hommes et des marchandises. La grande peste, elle est arrivée par Marseille, la peste noire, je vous rappelle. Bon, j'espère que Corona n'est pas arrivé par Marseille, mais bon. Donc, le monde post-Covid est un monde quand même dans lequel on va nécessairement, on met pas à l'arrêt comme ça pendant quelques mois le monde entier, si vous voulez, à cause d'une pandémie. Je pense que ça va laisser des traces, si vous voulez, dans les représentations, dans les. Donc ça met quand même en question un certain nombre de choses. Sur la mobilité des hommes, les tendances sur lesquelles on était sur le transport aérien, je rappelle, c'était doublement du trafic tous les 15 ans. Doublement du trafic tous les 15 ans. Avec notamment une
catégorie de trafic qui s'appelle le business travel, sur lequel tous les opérateurs, à commencer par Air France, faisaient leur marge. On comprend tout de suite quand on regarde le prix des billets. Si vous voulez. Bon, avec, je sais pas, 3% de la clientèle, ils font 20% de leur marge sur le business travel. Bon. C'est un peu comme le monde de l'édition. Vous savez, dans le monde de l'édition, une fois, j'ai un éditeur qui va montrer la répartition de sa marge en fonction des ventes de bouquins. Quand vous avez 300 bouquins dans votre catalogue, en général, c'est les 5 premiers qui font votre marge. Donc vous avez intérêt à être dans les premiers si vous voulez être vendu, parce qu'après, vous faites de la pub quand vous êtes dans les premiers. Bon. Alors, voilà, donc moi je pense que impact du Covid sur la mobilité, le transport aérien, je ne pense pas qu'on va revenir sur les dynamiques d'avant. Et je pense que là, on y verra après, notamment la réorganisation du travail avec les moyens de communication à distance vont freiner beaucoup ça. Et puis, un peu partout, je pense que ça a été aussi à Marseille le cas, on a vu éclore de la mobilité douce dans les villes. Et puis, le virus est quand même en train de disparaître, mais les pistes cyclables ne disparaissent pas, vous voyez. Bon. Et donc là, il y a des choses, intéressantes. Néanmoins, je rappelle que lorsqu'on substitue du transport en commun à du vélo, on ne fait pas baisser les émissions, pratiquement pas. Et si parallèlement à ça, il y a plus d'encombrement et plus de gens qui prennent leur véhicule individuel, ça peut même faire augmenter les émissions. Donc il faut faire très attention à ces effets de report dès qu'on est sur de la mobilité. Bon. Et puis sur les marchandises, oui, j'ai mis comme illustration la plaquette de paracétamol. Il n'y a pas plus facile à produire que le paracétamol. Simplement, on s'est rendu compte pendant la pandémie qu'on était devenu incapable de produire notre paracétamol en Europe. Donc, on a eu des pénuries de paracétamol parce qu'il y avait une organisation logistique internationale et des systèmes de brevets qui fait qu'on ne pouvait pas Bon. Donc, je pense que la pandémie nous montre aussi que la résilience, quelque part, est un facteur important dans les choix. Et parfois, la résilience s'oppose à l'optimisation au nom d'une rentabilité immédiate. Donc je pense qu'on va aller vers une économie de résilience dans laquelle on ne va pas démondialiser, je pense, mais on va relocaliser, on va donner une valeur plus importante à la proximité par rapport à la distance. Et on va se méfier, on va voir que l'hyperspécialisation des chaînes de production et de logistique, c'est des risques supplémentaires. C'est vrai dans l'industrie, et c'est peut-être encore plus vrai dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Bon, j'accélère un peu parce que sinon, on va y passer trop de temps. Mobilité de l'information et mobilité des hommes et des marchandises. J'ai aucun conseil à vous donner, je ne suis pas consultant, néanmoins, je vais quand même vous en donner un. Quand vous réfléchissez à l'avenir de la mobilité, je pense que de plus en plus, on ne peut pas réfléchir à la mobilité des hommes ou des marchandises sans réfléchir à l'incroyable mobilité de l'information. Parce que la pandémie a accéléré de façon incroyable la numérisation de l'économie. C'est marrant, du reste, la façon dont vous organisez cette matinée en est une belle illustration, puisque je ne sais pas combien ils sont devant les écrans, mais on est déjà dans un mode où on fait de l'hybridation du présentiel et du numérique. Et je pense que cette hybridation, maintenant, on ne va plus en sortir. Vous voyez ? Moi, je fais un cours... Bon, je fais beaucoup moins de cours à Dauphine, puisque j'ai pris ma retraite il y a 1 an, mais je suis un homme heureux, du reste. Bon. Vous verrez, comme ça vous arrivera. Bon. Mais du coup, je fais un cours au Centre Sèvres, qui est un centre universitaire plutôt de philosophie. Et première année, j'étais en présentiel. Au bout de 2 séances, on est passé en distanciel, comme on dit, donc j'ai fait mes cours devant Zoom. Bon, c'est pas très marrant, mais bon, il faut faire. Bon. Cette année, j'ai dit non, je reviens au présentiel, mais je ne fais pas du présentiel pur, parce que j'ai des tas de gens qui me demandent est-ce qu'ils peuvent assister. C'est un cours qui est ouvert à tout le monde, vous pouvez vous inscrire si vous voulez du reste. Mais il faut qu'on fasse aussi du distanciel, vous voyez, donc
on rompt la barrière de la distance quelque part. Bon. Donc je pense que cette numérisation accélérée de l'économie, elle est absolument irréversible. Je pense que c'est même les ressorts du capitalisme qui sont en train de changer. On est vers un nouveau variant du capitalisme que j'appelle le capitalisme viral. Capitalisme viral, c'est quoi? C'est le capitalisme sur lequel la matière première la plus importante, c'est l'information. Vous voyez comment ils font les GAFAM? Leur matière première, c'est l'information qui constitue sur nous tous. Hein. Chaque fois qu'on a, bon, j'ai pas mon portable là, mais chaque fois qu'on téléphone, et on donne une information. Et donc, et c'est quoi l'énergie des GAFAM? C'est pas le pétrole, c'est pas le gaz, c'est pas le charbon, c'est l'électron. Et si possible, l'électron vert. Vous avez vu, Elon Musk? Qu'est-ce qu'il fait? Il crée une nouvelle. C'est le premier intrant dans l'industrie automobile mondiale occidentale. Hein. Parce qu'il n'est plus sur le moteur à combustion interne. Il développe le Bitcoin et on voit que le Bitcoin s'est fait avec du charbon, il sort du Bitcoin, vous voyez. Donc pour eux, c'est l'électron vert. Donc ça, je pense que cette mutation est très importante et elle est extrêmement importante pour tout ce qui va concerner la mobilité. Elle est très importante parce que les organisations spatiales vont être changées avec le télétravail, etc. Et elle est très importante pour les marchandises parce que le click and collect, si vous voulez, c'est aussi l'utilisation de ces moyens numériques par tous les petits commerces. Hein. Parce que le click and collect, Amazon, les grands distributeurs, ça fait belle lurette qu'ils savent faire ça. Vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé avec le click collect? C'est que dans toutes les municipalités, on est obligé de dire aux commerçants, si vous n'utilisez pas le numérique, hein, vous allez être carrément balayé par le truc. Vous voyez. Donc cette numérisation de l'économie, elle touche tous les acteurs, y compris les petits et les moyens. Voilà. Alors, j'accélère un peu, parce que, hop, je suis à 11 sur 16, donc on est à 12 sur 16, on a presque terminé. Ouais, il faut que je me magne quand même. Sur l'électrification, très important. Très important. Bon, l'électrification, dans tous les scénarios, y compris dans celui de l'AIE, l'électrification des usages sur la mobilité, c'est vraiment le levier majeur sur lequel on arrive à ce que le transport fasse moins de résistance dans le futur. Mais ça pose quand même quelques questions. Il faut raisonner en cycle de vie. Il faut raisonner en cycle de vie, parce que si l'électricité à l'amont, elle émet du CO2, bon, c'est ce qu'on voit sur ce diagramme que je ne demande pas détail, mais là on voit les gains de CO2, hein, quand on passe à l'électrification, ben, en Pologne c'est moins 29% et en Suède c'est moins 79%, parce que la production d'électricité, elle est décarbonée en Suède, elle est carbonée en Pologne. Bon, la France est plutôt du côté de la Suède grâce au nucléaire. Bon. Et puis sur les batteries. Les batteries, aujourd'hui, sur des gains de productivité et de baisse de coûts qui sont aussi rapides que le photovoltaïque. Hein. C'est qu'on est sur du moins 5 à moins 7% par an, si vous voulez, donc c'est considérable. Mais on va avoir un problème sur les métaux. Et donc le gisement d'avenir, et quand même, hein, sur la batterie, vous voyez, hein, c'est, dans le cycle de vie d'une bagnole électrique, hein, la batterie, c'est pas loin de 40%, hein, quand même. Hein, bon. Et la valeur de la batterie, je rappelle, hein, c'est pratiquement 45% de la valeur sortie d'usine d'une bagnole électrique, c'est la batterie. Hein. Donc, on a intérêt à faire les batteries chez nous et pas en Asie. Donc, ça, c'est le deuxième volet sur l'électrification, l'enjeu économique. Est-ce qu'on va faire comme on a fait sur le photovoltaïque, hein, où, en gros, la valeur industrielle est partie en Chine? Bon. Il y a quelques... Bon, moi, j'ai fait l'exposé introductif sur l'enquête d'utilité publique pour la ACC, la batterie, la méga batterie dans le Nord. Bon, je pense qu'il y a quand même quelques chances pour que on ne refasse pas les mêmes erreurs. Puis il y a l'enjeu social. L'enjeu social, c'est que pour fabriquer une bagnole électrique, il faut à peu près... On ne sait pas si c'est la moitié ou le tiers des ouvriers que pour fabriquer un véhicule thermique. Quand vous voyez le poids de l'industrie automobile, fabricant, sous-traitant, enfin, on ne dit plus sous-traitant maintenant, fabricant des composants compris, hein, oui, bon. Et là, c'est important parce que, vous voyez, j'ai mis pour illustrer, hein, ce slide-là, je l'ai présenté justement à l'enquête d'utilité publique. Ils étaient contre les mecs de PSA, ils ont un peu... Bon. L'enjeu social, vous voyez, j'ai mis en bas à droite, ça c'est la première usine de montage qui est apparue au monde. C'était Ford en 1917, oui. En 1913, pardon. L'industrie automobile a toujours été une industrie d'expérimentation sur les organisations du travail. Donc la façon dont on va gérer cette transition dans l'industrie automobile est très importante, vous voyez.
Bon, les usages. Avant-dernier slide. Non, 13, il y en a encore 3 après. Bon, sur la partie droite, je vous ai mis quelques illustrations marseillaises quand même. Hein, donc j'ai changé mon slide ce matin. Avant, j'avais un cycliste parisien, j'ai mis un cycliste marseillais. Bon. Et puis j'ai mis le tram, là je crois que c'est votre compagnie, là je ne sais pas si c'est la Canebière derrière, mais bon, vous voyez bien que dans les changements d'usage, il ne suffit pas de basculer, changer le moteur à combustion de ce qui nous tracte, si vous voulez. Il faut organiser différemment la mobilité et la mobilité quotidienne, la mobilité des villes est un levier majeur et donc on a des choix à faire qui sont des choix très dépendants des politiques publiques. Hein. Alors ce n'est pas forcément l'État, hein, parce que je n'ignore pas que les choix de transport en commun dans une région ou dans une ville, ça dépend de beaucoup d'acteurs et pas que de l'État, heureusement du reste. Je ne dis pas ça pour être désagréable avec vous, mais bon, ça c'est important. Et puis sur la partie gauche, regardez, vous voyez, j'ai mis deux photos pour réfléchir ensemble. En haut à gauche, j'ai mis la Marne à Champigny-sur-Marne au début du siècle. Moi, j'habite pas très loin de la Marne. Pas à Champigny, mais un peu plus haut. Bon. Eh bien, je peux vous dire, il se trouve que moi, j'aime bien faire du kayak. Et donc, il n'y a pas longtemps, on m'a offert un kayak pour mon anniversaire. Et donc, je fais du kayak sur la Marne. Eh bien, j'ai découvert qu'à 8 km de chez moi, j'ai aujourd'hui des paysages qui sont, alors il n'y a plus la barque, qui sont pratiquement comme ça. Ils sont à 8 km, je n'avais jamais vu. Parce que moi, la Marne, je la franchissais par, en gros, soit je prends le RER, donc je passe au-dessus de la Marne avec le RER, hein, soit je le prends donc, on a tous des bijoux à proximité, et pourtant, il y a des gars qui rêvent du tourisme futur comme ça, la navette spatiale qui vous emmène faire du tourisme. Voyez. Donc je pense que, quelque part, la réflexion sur les usages va nous renvoyer aussi à la réflexion sur la distance et sur la vitesse. Et donc on y vient, de façon moins imagée, avec ce graphique qui est tiré d'un ouvrage extraordinaire, qui est l'ouvrage de Yves Crozet, qui s'appelle Hypermobilité et politique publique. Bon, il n'a pas le mérite de la simplicité des graphiques que je vous ai présentés tout à l'heure, mais ceux-là, c'est pas moi qui les fais, je n'ai pas les données de reste, mais en gros, quand on regarde le cas des États-Unis, c'est absolument passionnant. On voit que, en gros, un Américain moyen faisait un peu moins de 3 km, hein, et puis, depuis plus d'un siècle, on augmente le nombre de kilomètres. Pourquoi ? Parce que tous les moyens de locomotion qui sont lents disparaissent, à commencer par les chevaux, la marche a disparu, et puis après, l'air prend son envol, la voiture prend son envol, les voitures vont de plus en plus vite, et plus on va vite, plus on va loin. Donc la réflexion sur les usages et sur la distance est intrinsèquement liée à la réflexion sur la vitesse. Et beaucoup de politiques sur le transport résonnent sur la vitesse. Et tant qu'on voudra aller plus vite, on ira plus loin. C'est ce que montrent toutes les enquêtes mobilité de l'INSEE. Hein. C'est que le temps consacré au transport ne bouge pas, mais comme on va plus vite, on va plus loin. Donc on émet plus, et on consomme plus d'énergie. Dernier slide, quand même, je ne pouvais pas, surtout devant Olivier, terminer cette présentation sans vous parler un peu économie, un peu prix du carbone. Car moi, je n'ai pas changé hein, depuis qu'on travaillait ensemble. Après avoir fait comité trajectoire, j'en ai fait un autre et je peux dire qu'il était beaucoup plus sport que le comité trajectoire. Ça s'appelait comité fiscalité écologique. Hein, bon. Sur la partie énergétique, c'est pas vrai sur la partie carbone vivant. Sur l'agroécologie, c'est pas comme ça que ça marche. Et sur la partie énergétique, si on veut accélérer la transition, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un outil qui permet d'accélérer la sortie des fossiles. Donc il faut renchérir le coût des fossiles, sans donner une rente de production aux producteurs de fossiles. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle une taxe carbone, ou un système de quotas échangeable, qui revient au même, qui donne un coût à l'usage du carbone, sans donner la rente carbone aux producteurs.
Donc moi je suis convaincu que si on veut accélérer la décarbonation des transports, il faut manier ce levier de la tarification carbone, comme votre collègue a essayé déjà de le faire, avec des résultats, on va dire, mitigés, mais qui ont quand même fait progresser la connaissance sur le maritime international. Alors, bon, moi, je n'ai pas l'habitude de prendre les choses avec des pincettes. Je pense qu'en France, la question de la tarification carbone domestique est un peu bouchée pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et j'aime bien illustrer la situation française à partir de cette petite illustration qui est tirée de la littérature québécoise. Donc, personne n'est visé. C'est Greg Perry qui, à propos de la taxe carbone québécoise, présente le politique comme ça. Il est effrayé par la petite souris taxe carbone, et il n'a pas vu que derrière lui, il y avait ce dragon du réchauffement climatique. Bon, heureusement, les choses sont assez différentes dans l'Union européenne. Je vous recommande le 14 juillet, vous pouvez regarder le défilé, mais moi je suivrai la conférence de presse qui sera donnée par la Commission européenne, puisque le 14 juillet, la Commission européenne va dévaluer ses propositions sur la palette des mesures qui vont être prises pour viser les nouveaux objectifs 2030, qui sont, je rappelle, baisser les émissions de moins 55% à l'horizon de 2030, par rapport à un objectif qui jusqu'à présent est de moins 40%. De passer de moins 40 à moins 55%, croyez-moi, c'est pas la feuille de papier à cigarette. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça le 14 juillet, mais je trouve ça très rigolo. Alors, dans ces propositions, il y a un volet très important sur le système des quotas. Bon, c'est pas moi qui fais le truc, mais je suis quand même un peu en lien avec les gens qui travaillent là-dessus. Il va y avoir deux choses à regarder importantes qui concernent le transport. La première, c'est quelle va être l'ampleur de l'extension du système des quotas au transport. Tous les arbitrages ne sont pas faits, mais enfin, bon. En gros, il y a dans les drafts plusieurs volets. Il y a un volet transport international. Je rappelle que dans les objectifs européens qui sont déposés aux Nations Unies, souvent ce n'est pas connu ça, l'aviation aérienne est dans les engagements européens. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire dans le cadre de la négociation internationale, mais l'Europe unilatéralement a mis le transport aérien dans ses objectifs climatiques. Entrée-sortie de l'Europe, évidemment, on ne prend pas d'engagement sur les vols Jakarta-Singapour. Et il y a un volet intégration du transport terrestre dans le système des quotas, qui serait, je pense, extrêmement important, parce qu'on est quand même aujourd'hui qu'à un prix du CO2 sur le marché qui est un peu au-dessus de 50 € la tonne, et à 50 € la tonne, c'est plus anodin sur certains choix. Et puis il y a un volet important qui est la taxe carbone aux frontières, enfin ça ne s'appelle pas taxe, qui est l'ajustement carbone aux frontières, qui est comme très important pour la mobilité, si vous voulez, parce que si on arrive à le faire, ça veut dire que implicitement, on va quitter le dogme qui est celui de la politique commerciale européenne jusqu'à présent, qui est le dogme que la liberté du commerce doit primer sur d'autres considérations. Et là, ça revient à dire que la liberté du commerce doit se soumettre à une norme climatique. Et donc, ce n'est pas du tout neutre sur les mouvements de marchandises. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. J'ai été ravi de la faire en votre présence et je serai encore plus ravi de discuter de ces volets-là avec vous, puisque j'ai beaucoup à apprendre sur le transport. Et j'aime bien terminer par cette petite caricature. Ça, c'est pas dans un journal québécois que je l'ai vu, c'est dans un journal français. Selon certains experts, on me considère en général comme expert, je ne sais pas si je suis vraiment expert, mais bon, il serait déjà trop tard pour sauver la planète, vous voyez, puis du coup, tout le monde se dit, ah bah ouais, chouette, si c'est trop tard, on peut y aller, moi avec mon tracteur, toi avec sa voiture, l'autre avec son camion, et le dernier avec ses usines. Non, il n'est pas trop tard, si vous voulez. Donc moi, je suis convaincu que, en réalité, on ne sait pas très bien comment ça va se faire, on est plein d'incertitudes, on est plein d'inconnus, on rentre dans un schéma plein d'inconnus, puisque la transition bas carbone, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, donc on ne sait pas comment ça va être.
mais je pense qu'il y a une conjonction des astres, économique, baisse des coûts, politique aussi, parce que maintenant le débat climatique est venu au centre, qui fait qu'on va accélérer cette transition énergétique qui a déjà commencé. Évidemment, le transport sera l'un des secteurs qui va être incroyablement impacté par cette transition. Merci de votre attention.